il est temps d'accueillir Luc Ferry. Luc Ferry, pour l'heure de Ferry. Ce rendez-vous désormais, cher Luc, je vous laisse vous installer tous les samedis à 12h50. On a pris un peu de retard, 1 heure ensemble. Vous le savez, pour prendre le temps, s'arrêter, se questionner, aller plus loin, parce que tout va très vite, trop vite. Bonjour, cher Luc, ravi de vous retrouver. Bonjour, Marie. Arrêtons-nous, justement, Luc Ferry. Il était 20h25, précisément, mercredi 5 décembre, et la présidente de l'Assemblée nationale a pris la parole. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. Les travaux sont ajournés. Michel Barnier et son gouvernement sont censurés. Oui. Luc Ferry, l'ancien ministre et philosophe que vous êtes, s'est dit quoi ce mercredi soir à 20h25 ? Ça devait arriver. Et la réflexion que je voudrais avoir avec vous, il faut qu'on en parle, c'est que la nomination d'un nouveau Premier ministre, quel qu'il soit, ne changera strictement rien. C'est pas à peine de rêver. Donc que ce soit Bayrou, Cazeneuve ou qui vous voudrez, ou Le Cornu, sont les noms qu'on évoque, ça ne changera strictement rien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura toujours pas de majorité absolue à l'Assemblée. Et par conséquent, le nouveau Premier ministre sera à la merci d'un vote à nouveau des deux extrêmes de l'Assemblée. Vous ne croyez pas du tout à... Non, il n'y a pas de majorité absolue, donc il n'y a pas de... Et comme il n'y aura pas de majorité absolue, de toute façon, il n'y en aura pas. S'il n'y avait pas eu de dissolution, Macron pouvait avoir la majorité absolue. Il avait 250 députés. Il suffisait qu'il mette un Xavier Bertrand ou un David Lisnard, un gaulliste ou un Larcher, ou même Barnier, c'est pareil, à l'Assemblée et qui récupère quelques voix du côté des LR et puis quelques sociaux-démocrates présentables, et il avait la majorité absolue. C'est fini. Donc, quel que soit le Premier ministre, il sera à la merci des deux extrêmes et surtout... Réfléchissez bien à ça, étant donné la situation budgétaire de la France. Donc l'économie est bloquée, tout le monde le voit aujourd'hui, les entreprises n'investissent plus parce qu'elles savent pas où on va. Plus de 3 000 milliards de dettes. Voilà, 3 250 milliards d'euros de dettes. Bon, pour assainir la situation budgétaire, il faut du courage. Et pour avoir du courage, il vaut mieux avoir une majorité absolue. Sans majorité absolue, aucune mesure d'assainissement du budget n'est possible. Que ce soit réduire le nombre de fonctionnaires, ce sera boulé immédiatement par les deux extrêmes et par le Parti socialiste, donc par la gauche comme par l'extrême droite. De la même manière, si vous voulez proposer de travailler plus pour gagner plus, reprenons le fameux slogan, ce sera censuré par les deux extrêmes. Donc si vous n'avez pas de majorité absolue à l'Assemblée, il n'est pas possible d'assainir la situation budgétaire de la France. Et sans assainissement de la situation budgétaire de la France, merci Macron, eh bien évidemment les marchés financiers vont se réveiller, les agences de notation, les taux d'intérêt vont monter. Pour le moment, l'agence de notation n'ont pas été trop rudes. Elles disent elles sont attentistes. Voilà, c'est ça. Mais là, elles vont plus l'être. Et donc, il y a plus de raison d'attendre, puisque le raisonnement que je vous fais, elles le font immédiatement. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est les marchés financiers et l'Union européenne. Regardez ce qui se passe. On va peut-être pas reparler du Mercosur, mais... Et on en parlera un peu plus tard. L'Union européenne se fiche de la France. Oui. Elle en a rien à faire. Mais... Cher Luc, juste parce que vous allez vite en besogne, et on va parler ensemble longuement de cette fragmentation de la vie politique, des illusions aussi, vous voulez y revenir, du scrutin majoritaire, de ce qui peut-être pourrait changer la chose. J'aimerais m'arrêter sur une photo, celle de Michel Barnier. Il n'est pas 20h25, il est 20h27. Voilà. Il est salué par une partie de l'Assemblée. Il est en train de prier. Il est en train de joindre les mains. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il remercie sans doute ses soutiens qui se sont quand même fait rares. Sans encore une fois faire de la mauvaise psychologie. Vous vous dites quoi ? Qu'est-ce qu'il a en tête à ce moment-là ? C'est le lot de la vie politique, c'est ça aussi ? Il a en tête une chose formidable pour lui, c'est qu'il est Premier ministre à vie. Oui, mais avec moins d'avantages. Si, une grande partie quand même. Une grande partie des avantages et surtout dans le CV, à son âge, et on a le même âge à 8 jours près. C'est évidemment, c'est malgré tout une case cochée de j'y arrive plus. Une case cochée. Oui, qui est excellentissime. Donc il a rien à regretter. Et moi, je ne peux pas regretter la censure. Je la regrette pas.
Vous la regrettez pas? Non, pas du tout. Alors tous mes amis me disent c'est horrible, etc. Mais de toute façon, c'était inévitable. La dissolution programmait la censure pour les raisons que je vous ai indiquées. Si vous n'avez pas de majorité absolue, dès que vous voulez faire quelque chose d'un peu compliqué, vous êtes censuré. Donc c'est lié à la dissolution. C'est indissolublement lié à la dissolution, si je puis dire. Et donc, je ne peux pas regretter le plus mauvais budget. Le budget Barnier était le plus mauvais budget de toute l'histoire de la République. Donc, on avait un budget à la fois, comme je vous l'ai déjà dit, anti-keynésien qui allait plomber la consommation avec 70% d'impôts en plus, et un budget qui allait être anti-schumpeterien, qui allait plomber l'innovation et la compétitivité, qui allait augmenter le chômage. Voilà, lisez les bons économistes là-dessus. Bon, et donc maintenant, si on veut sortir de l'affaire, parce que il s'agit de dire comment on en sort. C'est ça. C'est certainement pas en nommant Bayrou, Cazeneuve ou Le Cornu, ça ne changera rien. Pour donc, vous, il faut changer de régime, oui. Faut changer de régime. Bien sûr. Juste avant d'aborder cette question, juste sur la censure, vous dites quoi? Je me réjouis? Non, c'est pas réjouissant, tout ça est très mauvais. Parce que la censure, parce que si vous voulez, la censure va ajouter l'instabilité budgétaire, l'instabilité politique à l'instabilité budgétaire. Or, l'instabilité politique, c'est ce que les marchés et les entreprises détestent le plus. Donc, ça n'arrange rien. Cela dit, ça nous supprime, encore une fois, un budget qui était calamiteux. Calamiteux. Un budget de chômage, de récession, d'absence de compétitivité. Donc, on peut pas s'en plaindre. Maintenant, il faut sortir de cette affaire. Et sortir de cette affaire, c'est pas en nommant un monsieur, un centriste mou qui va essayer d'écraser les choses que ça va changer quoi que ce soit. Donc il faut absolument sortir de cette situation. Autrement dit, il faut que nous entrions dans un système politique qui permet d'avoir des vraies majorités, pas des fausses majorités. Combien de fois pendant 50 ans j'ai entendu dire grâce au système majoritaire on évite la 4e République, le régime des... Mais on est en plein dedans, alors qu'on a un système majoritaire. Donc vous voyez, ça veut rien dire, ça marche pas. Les oreilles d'un certain François Bayrou ont dû siffler. Juste, encore une fois, on va parler de ce système et peut-être de ce scrutin, de ce mode de scrutin qui est à changer selon vous. Évident. Juste écoutons, parce qu'ils font aussi notre actualité, notre vie politique. Oui, bien sûr. Des responsables plutôt très heureux, dont certains pas devant les caméras ont sorti le champagne, mais étaient très contents mercredi soir. Écoutons-les. Mais quoi, c'est pas la fin du monde. C'est un vote d'une assemblée. Et puis, figurez-vous que ce vote de censure, c'est une très bonne nouvelle pour des tas de gens. Monsieur le Premier ministre, nous faisons aujourd'hui l'histoire. Vous, parce que vous allez être le seul Premier ministre à être censuré depuis Georges Pompidou en 1962. Moi, parce que j'ai l'honneur de porter cette motion de censure. Aujourd'hui est un jour historique qui porte un signal puissant pour l'ensemble du pays. Et ce signal est le suivant. Le seul souverain en République et en démocratie, c'est le peuple. 3 responsables insoumis, forcément très heureux. Ils ont porté cette motion avec l'appui des élus du Rassemblement national. Ne l'oublions pas, sans quoi cette motion ne serait pas passée, n'aurait pas été actée. C'était prévisible et inévitable. Quand vous les entendez tous là... Je me dis simplement, encore une fois, l'instabilité politique va engendrer des catastrophes. Encore une fois, chômage, les entreprises n'investissent plus, les marchés financiers se réveillent. Donc les taux d'intérêt vont remonter. Tout ça est très mauvais. Mais en même temps, il faut bien comprendre la chose suivante, on avait le plus mauvais budget possible et imaginable. Et deuxièmement, si vous voulez donner le coup de pied au fond de la piscine, pour prendre cette image, c'est pas au milieu de la piscine qu'il faut le faire, ça sert à rien. C'est pour ça que je dis que ce soit Bayrou, Cazeneuve, Le Cornu ou qui voulait, ça ne changera rien. Donc il y a un moment où il faut que cette situation catastrophique dont Macron est le seul et unique responsable, il faut qu'elle nous permette de toucher le fond de la piscine pour redonner un coup de pied et en sortir. Et le seul moyen d'en sortir, c'est de retrouver des vraies majorités. Il n'y en a pas aujourd'hui. Emmanuel Macron, il est à 18% d'opinion favorable. Donc il n'y a pas de majorité pro-Macron à l'Élysée. Et à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de majorité. Or, pour remettre la France en état, il faut du courage, il faut des mesures fortes et des mesures qui supposent qu'on ait une majorité absolue. Sinon vous êtes renversé à tous les coups. Parce que vous écrivez, vous dites, les illusions
du fameux scrutin majoritaire. Voilà. Au lieu d'obliger à construire des majorités, Et c'est il fait croire qu'on est majoritaire même quand on ne l'est pas. Exactement. Ou seulement de manière négative, parce qu'effectivement on a voté contre, parce qu'on a fait barrage. Et les dernières législatives anticipées en sont la parfaite illustration. Exactement. Et voyez d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui avec le NFP. Le NFP a donné, ils ont dit on est majoritaire, etc. Non, c'est pas un parti, c'est une coalition. Et c'était une coalition contre le Rassemblement national. Très bien, c'est leur droit, je dis pas le contraire. Mais voyez ce qui se passe aujourd'hui avec le Parti socialiste qui essaye de sortir délicatement, discrètement de l'alliance avec LFI. Bon, donc on voit bien que c'était une alliance purement et simplement contre le Rassemblement national. Mais il n'y a pas grand-chose de commun entre le Parti socialiste, qui a passé sa vie à lutter contre l'antisémitisme, on peut lui reconnaître ça, et puis ce qui se passe sur la question Israël à LFI. Bon, donc on voit bien que tout ça est en train d'exploser, et que on n'y arrivera pas avec des fausses majorités, il faut qu'on ait des vraies majorités. Le système allemand, alors, vous pouvez dire qu'il est en difficulté aujourd'hui, mais enfin, avec Madame Merkel, il a marché formidablement bien pendant 4 mandats. Et donc, le système allemand, il a cet avantage d'obliger à construire des vraies majorités, pas des fausses majorités. Voilà. Et donc, à se mettre d'accord. À se mettre d'accord sur un programme. Voilà. Il faut qu'on ait un système comme celui-là, qu'on mette un système en place comme celui-là. Ce qui est très compliqué, parce on dit la proportionnelle, mais il y a 50 sortes de proportionnelles. Donc moi, si j'étais à la place du Premier ministre, du prochain Premier ministre, comme personne n'y comprend rien, 99,9% des parlementaires eux-mêmes ne savent pas exactement quelles incidences aurait l'instauration de la proportionnelle. J'ai un ami, Pascal Perrineau, qui est vraiment quelqu'un de très savant, très intelligent, puis très modéré en même temps, et qui va présider une commission sur cette affaire de proportionnelle, et qui, comme il le dit, va faire tourner les modèles pour qu'on voit ce que ça donnerait. Moi-même, j'ai beau avoir une agrègue de sciences politiques, je peux pas vous dire quel système je choisirais aujourd'hui, c'est très compliqué. Parce qu'il y en a beaucoup, 50, il y en a 50 en effet. La seule chose que je puisse dire, c'est que le système allemand, et je crois que la même chose, le système espagnol, ils ont un mérite, c'est qu'on ne peut renverser le gouvernement qu'en proposant une autre majorité et un autre président de cette majorité. Déjà formé. Voilà, déjà formé. Et donc, on ne peut pas renverser pour renverser. Ce qui s'est passé en France eût été impossible en Allemagne. Donc, je pense qu'il faut aller dans cette direction-là pour que, enfin, notre Premier ministre puisse disposer d'une véritable majorité après avoir discuté. Et c'est ça qui manque à la France, c'est cet art du compromis qui lui manque aujourd'hui, et qui est une culture du compromis, une culture social-démocrate, d'abord et avant tout. C'est vrai qu'elle est d'abord social-démocrate, mais je pense que les gaullistes seraient prêts à y aller, voilà. Mais et vous donc, qui il faut êtes qu'on fasse ça. Un fin observateur de ce qui est en train de se passer, vous dites, et je partage l'observation, c'est pas une spécialité française, la culture du compromis, très clairement. Mais ces dernières heures, en 2 mots, est-ce que ça bouge a du sens? Quand vous voyez les déclarations du Parti socialiste, non. Vous pensez qu'on puisse aboutir, cela puisse aboutir à quelque chose, et que, au final, l'explosion du NFP que vous c'est fini, vous le évoquiez, NFP. Oui, c'est fini, le NFP. Il n'a jamais existé, en vérité. D'abord, le programme était complètement délirant. Et ensuite, c'était encore une fois une alliance contre et pas pour. Donc, c'est fini. Mais le problème, c'est que, quoi qu'il se passe, imaginons que ce soit Le Cornu ou Bayrou qui arrive là-haut, Cazeneuve, ça me paraît très difficile. Mais imaginons que c'est pas une question de personne. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre quelques LR, il va prendre quelques sociodémocrates, mais ils n'auront toujours pas la majorité. Donc, le jour où le Premier ministre qui viendra voudra faire un véritable assainissement des finances publiques, sur ces questions-là, LFI et RN sont d'accord, hélas. Et donc, si par exemple on dit on va réduire le nombre de fonctionnaires, on va pas renouveler un certain nombre de départs à la retraite, ou on va demander de travailler plus, c'est-à-dire passer des 35 aux 37 heures, payer 37 évidemment, il ne s'agit pas de voler les gens, ou on va travailler un peu plus longtemps, on va garder les 64 ans, puis on va peut-être aménager cette réforme des retraites, mais on va pas diminuer la durée de cotisation. Le gouvernement saute dans le quart d'heure parce que RN et LFI seront d'accord pour faire sauter un gouvernement qui proposerait ça. Sauf que si. La politique, c'est pas de l'arithmétique. Mais si, on en est loin. Les socialistes, 66 députés au total, s'agréger à ce socle commun avec la droite républicaine, on atteint plus que 289, qui est la majorité absolue pour faire adopter des textes. Donc c'est une perspective, peut-être une petite voie de souris, un trou de souris dans lequel... C'est mignon, c'est ça. Mais ça voudrait dire que tous les LR... ça voudrait dire que tous les LR et tous les socialistes votent comme un seul homme pour
un Premier ministre... Quand on voit Bruno Retailleau hier... Non, voilà, j'y crois pas. Voilà, donc je pense que c'est du bricolage, voilà, c'est du bricolage, et de toute façon, ça donnerait en plus une image, imaginez, quand même, 20 millions d'électeurs ont voté aux deux extrêmes. Ouais. Mais vous croyez qu'ils vont rester tranquilles en regardant ça? Bon, et encore une fois, ça supposerait qu'il n'y ait pas un seul vote qui manque aux LR et aux socialistes. Je n'y crois pas. Et en plus, c'est du bricolage. Il faut qu'on sorte de ça. C'est pas sérieux. Il faut qu'on ait un système qui permette, encore une fois, de construire des vraies majorités. Vous posez la question, comment en sortir? Je note qu'à la différence d'autres, qui ne sont pas philosophes, et qui n'ont pas votre histoire et votre parcours. Mais vous, à aucun moment, vous n'évoquez la démission du président de la République. Non. On en parle, juste écoutez, et je vous demanderai si c'est habile politiquement de l'avoir finalement entre les lignes abordée à l'occasion de son allocution présidentielle de jeudi soir. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans, et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Ma responsabilité exige de veiller à la continuité de l'État, au bon fonctionnement de nos institutions, à l'indépendance de notre pays et à votre protection à tous. Je le fais depuis le début, à vos côtés, à travers les crises sociales, l'épidémie de Covid-19, le retour de la guerre, l'inflation et tant d'épreuves que nous avons partagées. Il me reste 30 mois. Oui. D'abord, la manière de compter a intrigué certains. Non, mais voyez, ce qui est amusant, c'est que là, on voit le mensonge absolu du scrutin majoritaire. Le mandat que mais qui est vous? C'est les gens qui ont voté pour lui, c'est pas les autres. Le mandat que vous... Ça, c'est le principe d'une élection. Non, justement pas. Réfléchissez bien à ça. Le principe de l'élection, c'est le premier tour qui est important. Le premier tour, il indique les voix qui se portent sur vous positivement. Or, au premier tour, Macron a 8,5 millions de voix. Il y a 47 millions d'électeurs potentiels en France. Donc ça veut dire qu'au deuxième tour, il a l'illusion majoritaire par excellence. Vous supprimez les gens qui n'ont pas voté, les votes blancs, les gens qui n'ont pas voté, les abstentions. J'allais vous faire une tautologie. Et puis vous rajoutez les gens qui ont voté contre Marine Le Pen, et ça veut dire que le président de la République n'a en vérité aucune majorité positive. C'est pour ça qu'il est à 18% d'opinion favorable. Oui. Voyez. Donc c'est ça l'illusion majoritaire. Alors l'illusion majoritaire, si on veut passer maintenant à la vérité, c'est que Emmanuel Macron, il a 80% des Français contre lui. Quand vous avez 80% des Français contre vous, même si vous êtes un type génial, vous ne pouvez de toute façon rien faire, parce que vous courez à poil dans un champ de râteaux, pour prendre une image forte. Voilà, et on adore vos images. Mais sur la question de la démission, certains grands responsables, même chez les Républicains, qui sont plutôt exactement connus pour être modérés, voire des soutiens au président de la République. Ils ont sûrement voté pour lui d'ailleurs. Sûrement au second tour, justement, et on y revient. Voilà, bien sûr. Xavier Bertrand considère ces propos, cette réflexion, comme irresponsable. Non, c'est pas le problème, c'est que ça n'a pas de sens. De toute façon, Macron ne démissionnera pas, donc c'est pas à peine de rêver. 64% des Français, selon un sondage Odoxa, le souhaitent. Oui. Et un autre sondage, 59%, ils sont aussi favorables au Doxa pour le Figaro. Ce que je vous dis, c'est parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est aller vraiment vers les questions de fond, pas la politique aigrie. Ça ne changerait à nouveau rien. Parce que, imaginons que ce soit Édouard Philippe ou Marine Le Pen qui soient élus, ils seraient dans la même situation que Macron aujourd'hui. Il n'y aurait pas non plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucune raison pour que, par miracle, c'est fini cette idée qu'une majorité absolue apparaît. C'est fini cette idée que dans le sillage de l'élection présidentielle, on a forcément une majorité absolue à l'Assemblée. Ça n'est pas certain. Et donc, il serait très possible qu'un Édouard Philippe ou une Marine Le Pen élus se retrouvent dans la même situation difficile qui est celle aujourd'hui de quelques premiers ministres que ce soit. Je ne parle pas du président de la République. Il n'a plus de pouvoir. Il va inaugurer non pas les chrysanthèmes, mais cette magnifique Notre-Dame. Mais à part ça, il n'a pas de pouvoir. C'est pour ça que je vous entendais tout à l'heure. Je disais, une grande session diplomatique. Non, il se passera rien, parce que c'est pas avec Macron que ça va se passer. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Ça se passera peut-être avec le président français à l'Élysée, avec Donald Trump et Zelensky. Devant lui, mais pas avec lui. C'est pas la même chose. Il faut, juste avant qu'on s'interrompe quelques instants et de reprendre notre conversation, juste vous soulignez, en préparant cette émission, la médiatisation et les réseaux sociaux qui rendent la vie politique beaucoup plus difficile. Je trouvais ça un point très intéressant, car il n'y a plus de secret. Bonne ou mauvaise chose, posez-vous la question. La fin du off,
la fin du secret, peut-être, est nuisible au déroulement aussi de nos démocraties? En partie, oui, parce qu'on est dans une impuissance publique totale aujourd'hui. Ouais. Le président de la République n'a plus aucun pouvoir. Alors, peut-être à l'étranger, il reste quelques prérogatives à l'international, mais sinon, que ce soit le Premier ministre, l'Assemblée nationale, le gouvernement, c'est l'impuissance publique. C'est ce que ressentent les Français. Il y a 3 raisons à ça. Les Français disent au fond, nos politiques ne servent à rien, on n'y croit plus. C'est ça, ils sont inutiles. C'est pas des salauds, mais c'est des gens inutiles, des bons à rien, au sens propre du terme. Il y a la mondialisation. La mondialisation a retiré les leviers de l'État national, beaucoup de leviers de l'État national. La croissance ne dépend pas uniquement de Bercy, ça dépend de 1000 choses qui sont à l'international. Et de nos investisseurs étrangers, notamment. Des investisseurs étrangers, de la compétitivité de nos entreprises. La compétitivité, c'est lié à celle des autres aussi. Ça se compare, c'est le benchmarking, pardon pour le mauvais français. Deuxièmement, la médiatisation fait que plus aucun être talentueux, plus aucun jeune talentueux n'a envie d'aller en politique aujourd'hui. Il y en a très très peu. Ils ont envie d'aller vers les carrières internationales. Leur modèle, c'est Elon Musk ou Mbappé, mais c'est pas Macron. Voyez. Et donc la médiatisation, elle est telle que quand vous vous retrouvez dans un ministère, mais tout vous tombe sur la tronche toute la journée. Moi, on a dit que j'avais fait construire une salle de sport à ma femme. C'était délirant que j'avais acheté une voiture pour ma femme avec les fonds du ministère. Tout ça était absurde. Bon, mais et ça peut faire beaucoup de mal et de dégâts. Mais évidemment, il y a un moment où on se disait, mais mon Dieu, mais pourquoi se donner tant de mal alors qu'on a ces médias qui vous tombent sur la tête toute la journée. Et puis, on a cette situation française qui s'y ajoute, donc je vais pas y revenir, avec l'absence de majorité autant à l'Assemblée nationale qu'à l'Élysée. Et donc, du coup, on est dans l'impuissance publique totale. C'est pour ça qu'il faut changer de régime. On fait une courte pause, Luc, et on continue notre conversation et discussion. On se posera cette question. Ouais. Où est-il passé ce sens de l'intérêt général? Ça vous tient aussi beaucoup à cœur. Oui, et ça faisait partie des intentions d'un certain Emmanuel Macron. À tout de suite. Retour pour l'heure de Ferry, toujours avec vous, cher Luc. On s'interrogeait, on avait une longue conversation sur la censure et après. Oui. Vous écrivez aussi, en préparant cette émission, que le spectacle donné par l'Assemblée donne le sentiment qu'au plus haut niveau de l'État, le sens de l'intérêt général s'est clairement aujourd'hui érodé. Il est où passé ce sens de l'intérêt général? C'est une vraie question. Oui, c'est une vraie question, le sens du bien commun. Je vais être très clair, je suis pas du tout pour la démission de Macron. Hein. Au contraire, je suis très hostile. Je pense que ce serait une énorme erreur. Non, mais c'est bien de le redire. Et Dieu sait que j'ai pas une immense sympathie pour lui, ni admiration, mais je pense que ça ne ferait qu'ajouter le chaos au chaos et ce serait désastreux. Donc c'est pas une bonne chose. Mais et j'ajouterai une chose aussi, c'est que le prochain Premier ministre, quel qu'il soit, il y a une chose qu'il pourra faire tout de suite, c'est l'aide aux agriculteurs. Ça, il pourra le faire parce que c'est consensuel. Il pourra pas assainir le budget, mais il pourra faire une aide aux agriculteurs et c'est la chose à faire immédiatement. Ouais. Ça, c'est certain. La loi spéciale pourrait peut-être... Oui, tout de suite. Il faut une loi spéciale pour valider le budget 2024. Ça, il peut le faire. Là, tout le monde sera d'accord. Et aider les agriculteurs, tout le monde sera d'accord. Ça, c'est des choses qu'il pourra faire et ça, c'est évidemment crucial. Donc, il faut à la fois que le président ne démissionne pas, il faut que un Premier ministre soit mis en place, ne serait-ce que pour faire ces 2 éléments-là. Bon. Mais pour le reste, il ne pourra rien faire. Bon. Maintenant, je reviens sur la question que vous posiez. Ce qu'on a vécu, Marie, c'est très, très fascinant. Pour le meilleur et pour le pire, c'est les deux. On a vécu au XXe siècle une déconstruction comme jamais dans l'histoire de l'humanité des valeurs et des autorités traditionnelles. C'est-à-dire, ça peut être aussi bien la politesse à l'école ou la grammaire, parce que la politesse et la grammaire, c'est totalement traditionnel. C'est pas du tout innovant. L'accord du participe passé avec le complément d'objet auxiliaire à voir quand il est ça changera jamais. C'est comme ça. Personne n'a inventé ça. Ouais. C'est des sédimentations. Ouais. De la même manière, quand vous terminez une lettre et que vous dites Monsieur, Madame, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs, 0 innovation. D'ailleurs, l'innovation en matière de grammaire, ça s'appelle les fautes d'orthographe. Bon, c'est pas, et en matière de politesse, c'est rarement réussi. Voilà. Et donc, voilà. Donc, vous avez, et ça peut être, au fond, toutes ces valeurs traditionnelles se sont effondrées. Les autorités traditionnelles, regardez la police, regardez les conducteurs de bus, même les professeurs. Regardez ce sondage, 85% des Français estiment aujourd'hui
que, eh bien, la notion d'autorité se perd. Exactement. Voilà. Et c'est devenu un immense sujet. D'ailleurs, il faudra un jour qu'on y consacre une émission entière. Qu'est-ce qu'on appelle l'autorité, d'où ça vient, l'autorité personnelle, l'autorité qu'on tire d'une institution comme l'armée, par exemple, n'est pas la même chose. Bon, mais là, on voit que les représentants de l'autorité, en particulier les professeurs, sont en très grande difficulté. Et donc, c'est lié à cette déconstruction des autorités, des valeurs traditionnelles. Beaucoup de gens de droite pensent que c'est 68, c'est Danny Cohn-Bendit. C'est pas vrai, c'est une erreur. Que vous connaissez bien. Bien sûr, les 68 arts ont été les cocus de l'histoire, ils ont servi la soupe aux bourgeois, comme toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le capitalisme, Schumpeter est génial, le capitalisme est une société d'innovation permanente. Et l'innovation suppose la rupture avec les traditions. L'innovation, elle est toujours une rupture avec ce qu'il y avait avant. Il faut stopper net pour Bien sûr. Et en plus, repartir. En plus, vous savez, il y a une idée à laquelle je tiens énormément. Je vous donne comme ça en quelques secondes, mais elle mériterait un cours d'une année. C'est que Freud est génial quand même. Freud est génial. Il avait compris une chose, c'est que rien ne freine autant la consommation que ce que Freud appelle la sublimation. Autrement dit, le fait d'avoir des valeurs fortes dans la tête et dans le cœur, les valeurs traditionnelles, les valeurs spirituelles, les valeurs morales, les valeurs religieuses, même les valeurs esthétiques, les valeurs de nos grands-parents. Voilà, rien ne freine autant la consommation. Moi, j'ai bien connu mon arrière-grand-mère. Sœur Emmanuelle était ma meilleure amie. Elle ne consommait rien. Elles avaient 2 robes, une pour la semaine, une pour le dimanche. Elles auraient vu un grand centre commercial américanisé, elles auraient trouvé ça dégoulinant d'obscénité et de vulgarité et de sans intérêt. Voilà. Donc les valeurs traditionnelles, ça freinait la consommation. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vais vous le dire en une phrase, le capitalisme, pour pouvoir s'épanouir, a déconstruit les valeurs traditionnelles. Je suis un libéral, ça n'empêche pas c'est pas parce qu'on est libéral qu'on est obligé d'être idiot. Il fallait que les valeurs traditionnelles fussent déconstruites par le capitalisme d'innovation, pour que nous et nos enfants surtout, nous entrions dans l'ère de l'hyperconsommation de masse, sans laquelle la mondialisation ne pouvait pas s'épanouir. C'est ça qui s'est passé. Et la publicité a servi à ça. Patrick Lelay, le patron de TF1, l'avait dit, c'était courageux de sa part. Oui. Et quel reproche ne s'est-il pas pris en ayant prononcé ces mots? Je l'ai admiré pour ça. Ouais. J'ai eu l'occasion de rencontrer cet homme 2 ou 3 fois dans ma vie. Je l'ai trouvé d'ailleurs intelligent et sympathique. Il avait dit une chose très vraie. Il avait dit, vous savez, il a eu le malheur de dire ça. Vous savez, finalement, mon métier, ça consiste à accorder aux chefs d'entreprise des temps de location de cerveau vide. Et ça s'appelle la publicité. Mais c'était vrai. Et donc, au fond, cette déconstruction des valeurs, elle a été le fait du capitalisme moderne, du capitalisme d'innovation. Et les 68 ans n'ont fait que servir la soupe au grand capital. Mais quand je vous entends, Luc, j'entends un peu... En caricaturant à gros traits, c'était mieux avant. Non, non. Et vous avez raison. Merci de poser la question. C'est très bien, parce qu'en vérité, cette déconstruction des valeurs traditionnelles, elle a eu aussi des effets formidablement positifs. C'est l'émancipation des femmes, c'est le droit de vote des femmes. Vous pensez que c'est incroyablement récent à l'échelle de l'histoire humaine. C'est l'émancipation des homosexuels. Quand vous pensez que c'était encore un crime ou un délit dans la plupart des pays d'Europe, il y a 30 ans. Donc c'est cette émancipation des femmes, des homosexuels, et puis c'est la liberté tous azimuts. Cette liberté dont nous disposons aujourd'hui, on ne l'avait pas avant mai 68, d'une certaine manière. C'était un pays quand même qui était très bloqué, qui était très... Alors, encore une fois, l'homosexualité, mon Dieu, souvenez-vous, je me souviens dans mon lycée de Mantes-la-Jolie, on parlait d'une fille mère, comme si la pauvre petite, elle avait un enfant. Et chez certains, les mentalités n'ont pas complètement évolué non plus. Mais globalement, ça a incroyablement évolué. Enfin, 80% des hommes masculins, je veux dire, sont féministes, entre guillemets. Enfin, ils sont pour l'égalité. Bon, 90%. Bon. Et donc, on voit bien que cette déconstruction des valeurs traditionnelles et des autorités traditionnelles, elle a aussi des aspects incroyablement positifs. C'est dans le domaine de l'école que c'est vraiment négatif. C'est-à-dire la grammaire et la politesse, la grammaire et la civilité en ont pris un sacré coup. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, bon, vous savez, il y a une enquête qui a été faite dans les années 20 on avait retrouvé des milliers de copies de certificats d'études corrigées. Et donc, il y a eu une enquête qui a été faite par Claude Tello, qui était un directeur de l'évaluation, un polytechnicien intelligent, qui a fait une enquête sur la comparaison entre ces copies des années 20 et les copies d'aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, c'était il y a 20 ans qu'il a fait ça. Aujourd'hui, c'est bien pire. À l'époque, dans la dictée du certificat d'études, écoutez bien ça, parce que pour les vieux comme moi, et ceux qui ont mon âge, ou même un peu moins, ça parlera, il y avait en moyenne 5 fautes dans la dictée. En moyenne, de tous les candidats,
ça donnait le fameux 5 fautes 0. Tu fais 5 fautes dans la dictée, t'as 0. Pas aujourd'hui. Il y a 20 ans, quand Claude Tello a fait l'enquête, il y avait 17 fautes dans les mêmes dictées. Et aujourd'hui, on est à 25 fautes, 30 fautes, voilà. Bon, donc, avec 30 fautes, vous avez 0 aussi, hein, mais... Oui, mais on fait plus de dictées, de toute façon, donc ça se voit pas. Mais nos mots m'écrivent comme sur les... Je me fiche de l'orthographe. L'orthographe est pas... Vous pouvez faire des fautes d'orthographe et de quelqu'un de bien. Mais c'est juste pour dire qu'il y a une déconstruction des valeurs et des autorités traditionnelles dans la grammaire, comme dans la civilité. C'est la même chose, parce que c'était des môles de tradition. Vous savez, encore une fois, la grammaire et la civilité, la politesse, c'est intégralement une sédimentation de tradition. Il n'y a rien d'innovant dedans. Voilà. Tout ça, on a pris un coup. Et avec cette rénovation pédagogique débile, avec les pédagogos, cette rénovation, on va avoir des techniques innovantes, des pédagogies innovantes, etc. On a encore aggravé les choses. Mais j'entends aussi, dans ceux qui... Oui. Et vous n'en avez rien à faire d'ailleurs, et vous avez bien raison. Non, mais ceux qui, peut-être vos opposants qui ne seraient pas d'accord avec vous, diraient, en finalement déclamant ce que vous dites, vous traiterez peut-être de vieux réactionnaires. Oui, alors pour l'école, c'est le cas. Pour l'école, c'est le cas. Et vous l'assumez, et vous l'êtes. Totalement. Ouais. Je pense que soyez moderne, apprenez à lire et écrire. Voilà. Ouais. Pour être moderne, donc en ce sens-là que je suis. Et c'est l'ancien ministre de l'Éducation nationale qui le dit. Mais bien sûr, soyez moderne. Voilà, la culture nuit gravement à l'ignorance. Voilà. Soyez moderne, apprenez à lire et écrire. Donc je suis absolument moderne. J'aime le monde moderne. Moi, je suis pas comme mes camarades décadentistes, là, tout le monde tout fout. Pas ça. Mais simplement, je pense que dans le domaine de l'éducation nationale, le retour en arrière. Le retour aux fondamentaux, c'est ce que j'ai essayé de faire quand j'étais ministre, le retour aux fondamentaux, c'est paradoxalement ce qui prépare à la modernité. Parce que si vous voulez comprendre le monde d'aujourd'hui, mieux vaut avoir une bonne culture scientifique et une bonne culture littéraire. Alors justement, vous parliez de la dictée, de cet écart entre les années 20 et aujourd'hui. Et les années 2000. Un autre classement sur la pratique des mathématiques par nos petits élèves. Le niveau en maths et en sciences en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE ne cesse de chuter. C'est ce que révèle un dernier classement, notamment de l'Organisation internationale indépendante pour l'évaluation scolaire TIMSS pour l'année 2023. Moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est d'accord. D'abord, qu'est-ce que ça dit ? Et puis, c'est pas aussi révélateur d'une école, d'une éducation peut-être à deux vitesses. C'est aussi le fait que la culture scientifique qui manque à nos enfants est une culture qui demande beaucoup de travail. Mais est-ce que c'est si grave ? On en discutait dans la rédaction. Est-ce que c'est si grave ? Je pense que c'est la chose la plus grave du monde sur le plan culturel. Pourquoi ? Nous allons rentrer dans un univers qui sera celui des deepfakes et des jumeaux numériques. Autrement dit, des vidéos truquées. J'en ai encore reçu une ce matin. Des vidéos truquées. On va rentrer dans un monde qui est celui des réseaux sociaux, dans lequel vous ne saurez jamais si c'est vrai ou faux. Le storytelling. Donc vous rentrez dans un monde où tout le monde racontera des histoires, que ce soit les grands menteurs comme Trump ou d'autres, ou le gars là qui est le Premier ministre anglais, qui a fait le Brexit. Ces gens qui sont des menteurs pathologiques. Et vous rentrerez dans un monde de réseaux sociaux, de deepfake et de jumeaux numériques. J'ai un ami qui a fait fabriquer un jumeau numérique de lui-même. Ses enfants ont discuté avec lui pendant 20 minutes. Ils ne se sont pas aperçus que c'était pas leur père. Par téléphone ? Non, visio, Skype. Quand je suis avec Danny Cohn-Bendit le dimanche soir... Ce n'est pas une intelligence artificielle, je le dis à nos téléspectateurs. Oui, mais on n'en sait rien. Ça pourrait être parfaitement... Le patron de Zoom a déclaré qu'il se faisait remplacer dans les visioconférences par son jumeau numérique et que personne ne s'en aperçoit. Vous discutez avec lui comme ça, il répond à la seconde à toutes les questions que vous lui posez. Et ça se voit pas. Et être nul en maths alors dans tout ça. Et donc dans ce monde-là, je vais vous dire, je reviens à la science. Si nos enfants n'ont pas l'esprit critique, si nos enfants n'ont pas une culture scientifique, d'abord scientifique, ils ne pourront pas avoir l'esprit critique qui leur permettra de savoir si c'est vrai ou faux. On va entrer dans un monde où la différence entre le vrai et le faux sera absolument invisible. Les réseaux sociaux sont devenus les poubelles de la haine, du complotisme et de l'imbécilité. Et donc, pour réagir par rapport à ça, si j'étais ministre de l'Éducation, la première chose que je ferais, mais ce serait la première des premières, c'est refaire de A à Z les cours d'instruction civique à l'heure des réseaux sociaux et des deepfakes. Vous voyez, là, j'ai des deepfakes, je pourrais vous les montrer. J'en ai une où Emmanuel Macron dit qu'il a lu mon livre et il dit exactement, je suis abasourdi par tant d'intelligence. C'est une deepfake, évidemment, comme vous pouvez imaginer. J'ai la même par Obama, mais c'est en ça que nous aussi... Et c'est indétectable. C'est en ça que nous aussi, pardonnez-moi, je fais de la publicité, mais les journalistes
Je ne cesse de le dire. Et les vérificateurs aussi sont là aussi pour détecter le vrai du faux. C'est la très bonne nouvelle pour les journalistes, qui était la profession la moins... On n'est pas très aimé, non, ça c'est sûr. La moins aimée de France. Bon. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour les journalistes par le fait que vous ayez une signature, que ce soit votre nom. Marie Chantrey, c'est pas le truc anonyme sur X ou sur Meta. Et donc le fait et du coup votre signature va vous engager et du coup ça va être un formidable avantage pour la vraie presse, qu'elle soit écrite ou audiovisuelle, pour les vrais, ce qu'on appelle les signatures dans la presse. Voilà, parce que on va rentrer dans un monde où rien ne sera certain. Moi j'ai des deepfakes, j'ai des amis qui en fabriquent, elles sont indétectables. Impossible, elles sont parfaites. J'en ai une d'Obama qui dit qu'il a lu mon livre, La frénésie du bonheur. C'est absolument parfait et c'est indétectable. Et donc c'est ça fait votre publicité, mais effectivement c'est assez effrayant. Oui. Eux sont très loin. D'où la culture scientifique. Absolument. Voilà. Alors moi j'avais fait un papier dans le Figaro pour dire ce que je vous dis là, que c'était crucial. Rachida Dati m'a appelé, je suis allé la voir, elle m'a demandé de venir prendre un café ministre avec elle, ministre de la Culture. Je lui ai dit voilà, si tu veux vraiment faire quelque chose de nouveau par rapport à Jack Lang et les autres, mets la culture scientifique dans ton escarcelle. C'est crucialissime à l'heure des réseaux sociaux, du complotisme et des rumeurs. Voilà. Et donc, elle m'a dit que c'était une idée grandiose et ça n'a eu évidemment aucun effet. Peut-être un jour, mais effectivement, on sait à quel point ces intelligences artificielles, ces réseaux sociaux peuvent façonner l'opinion. Et une preuve encore en est l'élection présidentielle annulée en Roumanie, absolument. À la cause d'ingérence bien sûr, et vous massive avez russe. Des compétitions qui ont été organisées entre des systèmes d'intelligence artificielle multimodaux, donc vous parlez avec eux comme avec des humains, à toute vitesse. Bon. Et ils sont considérés comme plus persuasifs pour lutter contre le complotisme qu'ils produisent que les humains. Mais s'ils veulent être utilisés comme le font des gens comme Trump, ou j'oublie le nom du Premier ministre... Boris Johnson. Merci beaucoup. Pour raconter n'importe quoi, qu'on va réguler l'immigration. On a vu que c'était complètement faux en Angleterre. Bon. Mais vous pouvez aussi utiliser ces IA pour avoir ce qu'on appelle les bots, je cherche les mots en français, donc pour avoir des petits robots qui diffusent des centaines de millions de fake news, de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Vous voyez, donc, par rapport à ce monde-là, il faut absolument revaloriser le vrai journalisme et la culture scientifique. Parce que dans mon domaine, la philosophie, on peut très bien avoir l'agrégation de philo et dire des conneries. Je veux dire, c'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Tandis qu'un vrai scientifique, non. Eux, à ce moment-là de l'émission, sont très loin de cela. L'intelligence artificielle, le numérique, non. Ils ont travaillé le bois, ils ont travaillé les vitraux, ils ont rénové. Ils sont géniaux, ces ouvriers, effectivement. D'ailleurs, qui seront à l'honneur à l'occasion d'un documentaire que l'on diffusera dans quelques instants sur LCI. Eux, ce sont des milliers d'ouvriers, des milliers d'ouvriers, d'artisans, qui sont à l'origine de cette grande réouverture aujourd'hui. Notre-Dame a fait peau neuve. Une grand-messe diplomatique, on aura peut-être aussi l'occasion d'en parler parce que c'est l'occasion de l'invitation d'une quarantaine de chefs d'État. Ça m'intéresse moins. Ça vous intéresse moins. Ce qui m'intéresse, c'est les artisans et les ouvriers. Voilà, un millénaire de grandeur, de ruines et de flammes. Voilà l'un des titres de l'article du Monde. Elle s'est imposée comme un symbole, Notre-Dame, à la fois spirituel, culturel de la France. Le président français, pardonnez-moi, j'ai quand même envie de... Voilà, avec ce programme, une émission spéciale, Donald Trump reçu, Volodymyr Zelensky aussi, je le disais, un grand messe diplomatique. Impossible is not French. Impossible n'est pas français. Votre accent est sublime. Sublime. Il y a 5 ans, la cathédrale brûlée, le président de la République avait promis que 5 ans plus tard, elle serait rouverte. Écoutez-le, c'était en 2019, avril précisément. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons. 5 ans plus tard, Paris, sans doute, bravo. Alors, bravo. Et ça a été l'occasion effectivement d'un dégagement dans son allocution. Je sais à quel point vous êtes parfois critique à l'égard du président de la République, mais ça a été un dégagement peut-être même allant au-delà de la réouverture même de Notre-Dame. On l'écoute. Regardez, samedi, devant le monde entier, nous allons célébrer la réouverture au public de Notre-Dame de Paris. La cathédrale sera rendue aux Parisiennes et aux Parisiens, à nous tous, aux catholiques du monde entier et aux cultes
Et ce chantier qu'on croyait impossible, rappelez-vous, nous tous, ce soir d'avril 2019, eh bien, nous l'avons fait. Comme nous avons aussi réussi nos Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous l'avons fait parce qu'il y a eu un cap clair, une volonté, et parce que chaque femme et chaque homme a travaillé dur. Responsables publics, fonctionnaires, salariés, compagnons, bénévoles, chacun a eu un rôle essentiel pour une cause plus grande que nous tous. Nous l'avons fait parce qu'il y avait un cap clair. Vous disiez non, mais c'est pas ça. Mais je veux dire qu'il y a quand même un contrat. On va pas lui retirer ça. C'est parfaitement normal que le président de la République se félicite à juste titre. Et je suis pas un débile mental. S'il fait quelque chose de bien, je vais pas dire le contraire. Mais il faut quand même très clair. Ce qui est fascinant, il y a un magnifique dossier dans le Figaro Magazine d'aujourd'hui. Je le conseille à tous parce qu'on voit à quel point il y a un contraste entre une classe politique, une société politique qui est franchement, dans un état d'effondrement aussi bien moral que politique d'ailleurs, qui accable absolument les Français, qui plonge les Français dans l'anxiété, et Emmanuel Macron en est responsable. Et puis de l'autre côté, vous avez une société civile française qui est capable de réussir des choses extraordinaires. Et là, il faut féliciter les architectes. D'abord, le général Georges Lain, qui a été le maître d'œuvre, qui est quelqu'un, j'ai eu le plaisir de le rencontrer une ou deux fois, c'est quelqu'un de tout à fait remarquable, et c'est lui le vrai maître d'œuvre de cette affaire. Villeneuve, l'architecte en chef, et puis vous avez, et c'est ça qui est très beau dans le magazine que je viens d'évoquer, dans le Figaro Magazine, vous avez tous ces artistes, les peintres, les sculpteurs, les artisans, les couvreurs, les verriers, les plombiers, les électriciens, les ouvriers, tous voilà, la charpente, l'ébénisterie. Voilà, je pense qu'il n'y a aucun pays au monde n'aurait été capable de faire ça. Vous dites voilà, aucun pays au monde. Parce que ça veut dire que la société civile française, malgré l'effondrement de la classe politique, la société civile française, elle reste vaillante. Et puis, vous avez les mécènes. Autrement dit, elle est généreuse et talentueuse. Quasiment 900 millions d'euros récoltés. Mais c'est incroyable. Ouais. Et vous avez vu, je sais, j'ai pas vérifié le chiffre, mais je crois qu'il est vrai, ça explique la présence de Trump, évidemment, c'est que je crois que 66 000 Américains ont donné pour la restauration. À hauteur 360 000 donateurs. Les très grands, c'est Hollande disait, j'aime pas les riches, mais heureusement qu'on a des gens comme Bernard Arnault et François Pinault qui ont donné des sommes absolument faramineuses. Heureusement qu'on a encore des riches en France. Et puis vous avez donc tous ces mécènes, connus ou inconnus, riches ou pas riches, étrangers ou français. Donc, générosité de la société civile et talent incroyable de cette société civile. Je suis pas sûr que même l'Allemagne aurait réussi à rassembler autant de talents d'artisanat. C'est une tradition française, l'artisanat. Voilà. Encore une fois, les couvreurs, les ébénistes, les plombiers, les charpentiers, les électriciens, évidemment aussi ces peintres et ces sculpteurs magnifiques qui ont restauré ça de manière absolument géniale. Et là, on voit aussi les luthiers, donc les luthiers qui travaillent sur l'orgue de Notre-Dame, qui est une merveille. Bon, et ça, vraiment, vous avez un artisanat français qu'il faut saluer. C'est cette société civile qui est géniale au moment où la société politique nous donne un spectacle qui est quand même incroyablement affligeant. Pour la précision, Elliot Modin sans régie, 45 000 Américains au total ont donné 66 000, mais bon, un total de 57 millions d'euros. Merci. Est-ce que vous diriez... C'est quand même énorme, c'est incroyable. C'est énorme. Et moi, j'avais lu un chiffre de 66 000, mais peu importe, c'est dans la presse, c'est pas toujours vrai. Et vous soulignez aussi l'importance de ces grandes entreprises aussi, qui ont donné à coups de millions d'euros aussi. Voilà. Est-ce que vous diriez aussi que c'est la force du soft power français aussi, la reconstruction en 5 ans? Certains disaient c'est un pari fou, jamais ce ne sera accompli. J'y ai toujours cru parce que je voyais, pourquoi j'y croyais, j'y ai toujours cru, j'ai toujours dit d'ailleurs, mais parce que c'est un symbole mondial et les Français sont quand même très soucieux de leur image dans le monde, surtout qu'elle est très abîmée aujourd'hui. On voit bien ce qui se passe avec le Mercosur, avec Madame von der Leyen, qui d'ailleurs apparemment n'est pas invitée à la... Elle l'était, elle ne l'est plus. Elle ne viendra, elle devait venir, elle ne viendra plus, en effet. Oui, mais parce qu'à cause de Mercosur, c'est ça. On y vient. Non, mais laissons les polémiques de côté, parce que c'est sans intérêt. Et puis, si vous voulez, il y a 2 milliards de chrétiens dans le monde, et Notre-Dame, c'est pas n'importe quoi. C'est quand même, l'édifice chrétien peut-être le plus connu au monde. Voilà. Et donc, évidemment que ça, il y a là aussi
Regardez ça, comme c'est incroyable, là, ces artisans. C'est le travail d'une vie, je les ai en pas effet. tous cités, parce qu'en fait, il y en a vraiment des dizaines et des dizaines. Regardez ça, cette merveille. Ouais. Ce qui est très beau dans le Figmac, c'est qu'on voit certaines œuvres que ces artistes ou ces artisans sont capables de créer par ailleurs, en dehors de leur travail à l'intérieur de Notre-Dame. Et puis, vous avez ce rapport, moi je suis pas croyant, mais le rapport à la transcendance m'importe, je comprends. Vous savez, pour édifier des choses comme ça, là on les voit à l'antenne, pour édifier des bâtiments, il fallait quand même croire en quelque chose de plus important que l'être humain. On n'imagine pas qu'on puisse construire des choses aussi incroyablement belles, nobles et transcendantes sans avoir un rapport à la transcendance. Voilà. Et ça, moi, j'admire, même si je suis malheureusement athée, j'admire évidemment. Est-ce que vous diriez que c'est aujourd'hui le lieu de célébration de l'unité nationale, où tout ça, c'est des mots et ça ne veut pas dire grand-chose? Non, c'est pour ça qu'on peut pas... voilà, quels que soient mes désaccords avec Emmanuel Macron, bravo, il s'agit pas de gâcher la fête, pas plus que sur les JO, enfin, et encore moins, c'est quand même 1000 fois plus important que les JO. Et donc, je pense que là, il s'agit pas de gâcher la fête, et en effet, on donne au monde entier l'image d'une société civile, d'un savoir-faire français qui est capable... sincèrement, je pense qu'aucun pays n'aurait été capable de ça en 5 ans. Je vois pas qui aurait pu mobiliser autant d'artisans talentueux en 5 ans, parce que, encore une fois, l'artisanat français, c'est une tradition, c'est vrai. Et puis, les compagnons, moi, je suis pas franc-maçon, mais je suis pas du tout franc-maçon, mais encore une fois, j'ai la sympathie pour leur conception de la spiritualité, mais je fais pas partie du club, mais ça vient de là aussi, les maçons, ça vient de là, le franc-maçon, le maçon libre, ça vient du compagnonnage de ces artisans qui ont construit ces cathédrales. Et de ce point de vue-là, la France, il n'y a pas de pays, il n'y a rien d'équivalent dans le monde. Et de ces... C'est pas aux États-Unis que vous trouverez ça. De ces compagnons, de ces bénévoles aussi, qui n'ont pas compté leur temps. Juste un dernier mot, parce que critiquer très français aussi. Oui. On a vu les premières images de l'intérieur de la cathédrale. C'est sublime, oui. Voilà, c'est sublime, vous dites c'est sublime. Certains ont critiqué le côté d'une pierre trop blanche, presque trop parfaite. Ah ben ça, c'est au début, elle va se noircir, elle va se patiner et se pâtir au fil des années. Bien sûr, mais en même temps, ils ont tort, parce que au début, si on remonte au XVe siècle, c'était très blanc aussi. Hein. Ouais. Voilà. Donc on revient à l'origine, en fait. Voilà, c'est de même quand on regarde par exemple la statuaire grecque, il faut rappeler que les statues grecques, elles étaient peintes avec des couleurs flashy, on dirait en mauvais français, pardon pour les mots d'anglais, mais en couleurs fluorescentes, très vives, voilà. Et donc c'est pareil. Au départ, croyez pas que Notre-Dame c'était sale, ou que c'était gris. Non, c'était blanc, et c'était resplendissant et c'était brillant. Ouais. À cette heure de l'émission, Luc, on l'a déjà évoqué un petit peu, mais quand même le moment de la photo de la semaine. Ah oui. La photo, une femme. Oui. Entourée de plusieurs hommes, chefs d'État. Elle s'appelle Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, tout sourire, entourée de présidents d'Amérique du Sud. On reconnaît Lula, Javier Milei, le président argentin. Car hier, elle a signé le traité du Mercosur, alors qu'il n'entraîne et qui n'engage que la Commission européenne. Encore une fois, ce traité n'est pas ratifié par les 27. Il le sera. Vous dites il le sera. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne le soit pas. Photo de la semaine, l'image de la semaine. Qu'est-ce que d'abord cela dit pour vous de la perte d'influence française? On sait à quel point la France y est opposée à ce traité du Mercosur. Et malgré ça, elle y est allée. Alors, d'abord, Macron a défendu ce traité pendant des mois. Il a dit que c'était un traité formidable. Bon, et donc maintenant, il a changé d'avis parce qu'il y a la révolte des agriculteurs français. Bon, maintenant, je crois que 23 ou 24 pays de l'Union européenne sont pour signer voilà, dont l'Allemagne, qui est pas négligeable. Et donc, moi, j'ai compris que la France était en chute libre au moment de la dissolution, quand Thierry Breton a quitté la Commission. Là, ceux qui suivent les affaires européennes, ce qui est mon cas, puisque quand j'avais 4 ministères quand j'étais ministre, j'avais la jeunesse, la recherche, le SUP et puis l'école. Donc j'allais très souvent dans les institutions européennes, donc je m'y suis évidemment intéressé de très près, et donc j'ai vu à quel point la France n'est pas aimée. On a une image d'arrogance qui est très forte, et donc quand la France est en difficulté, quand elle a moins de pouvoir, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque politiquement on est complètement dans les choux, les autres en profitent évidemment. Mais est-ce que c'est des manières de faire? Pardonnez-moi sans être trop naïve. En même temps, elle défend 25 pays. Ouais.
Pardon. Et donc l'Allemagne est à fond pour. Et puis même pour la France, donc moi je suis très sensible à la détresse des agriculteurs français, parce que tout simplement ils travaillent 20 heures par jour et ils n'arrivent pas à vivre de leur travail. Donc et ils voient dans la signature de ce traité une concurrence qui pourrait venir les atteindre, même si on en a déjà parlé. On a une capacité à intégrer les règles écologiques à une vitesse folle et avec une dureté folle, alors que l'Italie ou l'Espagne ne font pas la même chose. Bon. Et donc, et puis alors a fortiori les pays du Mercosur. Donc tout ça, évidemment, sur le fond, c'est extrêmement compliqué, on va pas le faire. Mais ce qui ressort de cette affaire, c'est que Madame von der Leyen a décidé de piétiner la France, c'est tout. Elle se moque absolument de Macron. Donc c'est quand même très inquiétant, puisque Macron était censé être le président de la République le plus pro-européen des présidents, plus que Chirac en tout cas. Et on se souvient de son discours de la Sorbonne. Voilà le discours de la Sorbonne. Voilà, bon, pour l'élargissement de l'Europe. Bon, et donc c'est quand même très inquiétant, parce que ça veut dire que cette dame se moque de nous. Et donc ces difficultés, ces bisbilles avec Thierry Breton étaient déjà le signe que ça se passait mal. Et pour l'instant, c'était elle qui gagne. Voilà. Et la France perd. Voilà. Donc c'est pas quoi qu'on pense encore une fois sur le fond du dossier Mercosur, qui est très compliqué en vérité. On a dit énormément de bêtises sur cet accord. Il y a des points positifs et des points négatifs. C'est pas simplement vendre les Mercedes et les Audi et les BMW allemandes. C'est pas simplement ça. C'est beaucoup plus compliqué. D'autres éléments sont en jeu, en effet. Bien sûr, notamment pour le vin français, c'est un vrai cadeau. Bon, mais il n'y a pas que le vin français dans l'agriculture. Donc voilà, c'est un truc compliqué. Mais sur le plan politique, ce qui est certain, c'est qu'on est en plein déclin et que c'est un président très pro-européen qui se trouve en grande difficulté. Ironie de l'histoire, en effet. Merci infiniment, cher Luc. L'heure de Ferry se termine. Restez avec nous sur LCI tout de suite.